Bonjour à tous, bienvenue sur Info Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision. Au menu du décryptage du jour, les dispositions prises par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC pour réglementer les activités des organes de presse pendant la période électorale consacrée aux communales et municipales du 17 mai prochain. Les propos qualifiés d'ethnocentristes d'Armand Gansset tenus à Boïcon et relayés abondamment sur les réseaux sociaux cette semaine et le retrait de la déclaration du Bénin du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et pour le décryptage du jour, chers amis internautes, 3 professionnels des médias sont déjà installés sur ce plateau. Nous avons Gilles Christ Tidi, il est journaliste, analyste politique. Il sera avec un nouvel invité sur les plateaux d'Info Hebdo qui a pour nom Constant Yaouidéou. Il est directeur de Radio Planète. Et le troisième invité qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émissions d'Info Hebdo est le rédacteur en chef de Matin Libre, Jacques Bocor. Sans plus tarder, dans un court instant, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Gilles Christiedi. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous. Merci d'être toujours disponible. Vous êtes face à Constant Yaouidéou. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Malgré votre agenda très chargé, vous êtes le directeur de Radio Planète. Merci. Jacques Bocor, bonjour. Bonjour Kader. Rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Alors, je commence par le nouvel invité, Constant Yaouidéou. Vous êtes directeur d'une radio de la place. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC a pris des mesures pour encadrer l'activité des organes de presse pour le compte des élections communales et municipales prochaines. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette bactérie de mesures prises par l'institution en charge de régulation des médias au Bénin? Merci. Vous savez que ça fait longtemps que la RAC est installée. Ça fait longtemps que nous organisons des élections dans notre pays et ça fait également longtemps que la RAC prend ses responsabilités à la veille des élections, pendant les élections et même après les élections pour réguler quelque peu la couverture médiatique, l'implication des médias dans le processus électoral. Et avoir aussi l'instrument, l'importance de l'instrument que nous manipulons, c'est tout à fait normal que l'autorité de la communication prenne ses responsabilités. Donc, on peut dire que c'est une routine pour la RAC de prendre une décision à la veille de chaque élection, seulement que le contenu n'est toujours pas le même parce que ça évolue. Nous ne sommes pas au même niveau de démocratie où nous étions il y a une trentaine d'années. À chaque fois, il y a des innovations et la RAC fait l'effort de se conformer à ça à chaque fois. Donc, à chaque fois. Donc, c'est ce qui vient d'être que la RAC vient de faire. Mais dans le cas d'espèces où il y a une nouveauté qui bouleverse un peu les habitudes avec la pandémie du coronavirus Covid-19, où la campagne électorale sera exclusivement médiatique, il y a des dispositions qui sont prises, la presse écrite est plus ou moins écartée. Dites-nous, quel regard portez-vous sur cette décision déjà? Oui. Je crois que la décision parle d'elle-même, parce qu'en réalité, quand on parle de campagne électorale, et nous trouvons assez de plaisir à dire que notre peuple est analphabète à 80%. Donc pendant la campagne électorale, c'est beaucoup plus l'audiovisuel qui va vers les populations parce que c'est les populations à la base qui votent le plus. Vous voyez, c'est eux qui sont les plus manipulés et autres, mais ils sont des analphabètes, donc c'est beaucoup plus à la télé, à la radio, que les politiques arrivent à les atteindre. Et là, maintenant que tout regroupement de plus de 10 personnes n'est plus autorisé, donc il n'y aura plus de meeting. Mais nous avons la chance aujourd'hui que les postes de radio que nous utilisons encore à l'heure actuelle sont à vil prix. Tout le monde a aujourd'hui portable même dans les champs, dans les marchés. Et on peut capter la radio. On peut capter les radios dessus. Et l'autre chose est que quand on parle d'élections
communal, ça fait 77 listes. En principe, ça fait 77 listes. Ce n'est pas 5 listes comme on le dit. Il y a 5 partis, mais il y a 77 listes. 77 vous voyez, listes fois 5. Fois 5. Et chaque localité a ses réalités. Donc, il faut pouvoir s'adresser aux populations selon leurs intérêts et autres, ce qui fait que la communication, si ça doit remplacer, à la radio, doit remplacer les meetings, ça doit pouvoir s'organiser aussi de façon locale. C'est pour ça que la RAC a sollicité une centaine de radios, de télévisions, pour faire cette couverture-là de façon à mettre tous les partis, toutes les listes, les 77 listes, à égalité de chance. À égalité de chance. Je vous reviens dans un instant. Dites-nous, Jacques Bocor, vous êtes journaliste, rédacteur en chef du quotidien Matin Libre, vous êtes de la presse écrite. Voilà, quand on vous demande de ne pas contribuer à la campagne électorale qui sera exclusivement médiatique, dites-nous quel regard portez-vous sur cette décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Bon, merci Kader. D'abord, M. Yaouré vous l'a dit, il a souligné que ce n'est pas une première, ce genre de décision. Enfin, la régulation en période électorale, la HAC n'a fait que jouer son rôle. Mais la particularité, c'est là la question, c'est que la presse écrite est exclue. Vous parlez d'exclusion? Oui, elle est exclue du jeu, de la couverture. On dit qu'il n'y a même pas de compte-rendu. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de commentaires. Les autres gens, blackout. Donc, à part la Nation et l'ABP, c'est que le reste n'a pas voix au chapitre. Bon, le président de la HAC, je vais employer... Est-ce que c'est peut-être pas dû au fait que peut-être la HAC avait une volonté de pouvoir choisir quelques organes, mais pour ne pas paraître sélectif, qu'on a voulu concéder exclusivement les prérogatives là au service public? Non, mais je pense que ce n'est pas la première fois qu'on organise une élection au Bénin. Tout à fait. La presse écrite a toujours couvert des élections. Même si on peut déplorer quelques dérapages, je pense qu'on a su toujours transcender ces périodes-là. On a toujours travaillé avec professionnalisme. Donc, je pense que bon, la HAC pouvait laisser les journaux couvrir et essayer d'encadrer, peut-être interdit certains genres. Je n'y trouverai aucun inconvénient. Mais le président de la HAC l'a dit, nous sommes dans un contexte particulier. Vous l'avez dit, coronavirus, tout ça. Et il a dit que c'est une pilule amère, difficile à avaler. Lui-même le sait. Parce que, vous savez, si à la fin du mois, moi, mon employeur me dit que je dois attendre, ce serait difficile parce que mon propriétaire ne va pas attendre à la maison. Donc, les médias vivent de quelque chose. C'est très important. C'est vrai qu'il a dit qu'il y aura des mesures d'accompagnement, des mesures compensatoires, mais est-ce que ce qu'on proposera, a priori, sera à la hauteur de ce qu'un organe comme Matin Libre va gagner durant les 2 semaines? Je n'en sais rien. Encore que, il n'y a pas eu de discussion en amont avec les responsables. Selon la décision lue par le rapporteur de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, on parle d'observation des fêtières. Il y a eu sous-observation des fêtières. Bon, ça veut dire que les fêtières sont allées parler au nom de tout le monde. Bon, ce que moi, de toutes les façons, la décision elle est déjà prise, on ne peut plus faire marche arrière. Donc, c'est consommé. Mais moi, j'aurais bien voulu que si effectivement, il y a quelque chose qui est prévu, que cela soit réparti en fonction des efforts et de la notoriété de chaque organe. Parce que moi, je suis contre qu'on loge l'organe X qui paraît quotidiennement avec tous les efforts qu'on lui connaît, qu'un organe Y qui s'appelle quotidien, mais qui paraît peut-être 2 fois la semaine et qui aussi a un contrat avec le gouvernement. Donc,
moi, je pense que le problème va se situer à ce niveau, parce qu'il faudrait qu'on soit direct. Et si la HAC, certainement, a voulu mettre tous ces garde-fous, moi, j'ai l'impression que la HAC ne veut pas trop travailler, alors que, normalement, elle a quand même un budget pour couvrir les élections. J'ai l'impression que la HAC ne veut pas trop se gêner sur le terrain, sinon on a toujours couvert des élections, que ce soit communales, que ce soit législatives, que ce soit... que ça soit... Mais jusque cette fois-ci, il y a une particularité. Je vous reviens dans un instant, Jacques Bocor, on vous aura compris à travers vos analyses. Jules Christidé, vous avez suivi tout à l'heure le directeur de Radio Planète, vous avez suivi à côté de vous Jacques Bocor, qui relève le fait que cette campagne qui exclut selon lui ceux de la presse écrite, lorsque l'on sait que durant cette période, c'est généralement bon chiffre d'affaires pour les services commerciaux de ces organes de presse, est-ce que ce que l'exécutif va proposer pour accompagner sera assez apaisant? La réponse est d'office non. Même pour les radios qui accompagnent, les télévisions qui accompagnent, je suis très sûr que les mesures financières que le gouvernement prend certainement pour récompenser ces radios-là, pour services rendus dans cette période, je suis presque sûr que ces mesures ne feront même pas le 10e de ce qu'une radio de quelque département que ce soit aurait pu engranger dans une campagne électorale. Mais j'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui on ne doit pas penser beaucoup plus à la survie quand on sait que c'est le coronavirus, le Covid-19 qui est venu bousculer les habitudes? S'il n'y a pas aujourd'hui de meetings politiques et autres, c'est à cause du coronavirus. Et donc on doit aussi faire preuve de patriotisme et contribuer d'une façon ou d'une autre. Puisque en tant que quatrième pouvoir, on doit contribuer également à cette lutte. Oui, je n'en disconviens pas, mais pour votre question précédente, justement, c'est en répondant à votre question précédente que j'expliquais que, quelle que soit la mesure d'accompagnement, ça ne peut jamais égaler ce que l'organe aurait pu engranger lui-même avec ses propres efforts. Vous prenez une radio, je ne sais pas, comme on a le directeur sur le plateau Radio Planète, par exemple, dans le département du littoral. Si, par exemple, la campagne se déroulait normalement et que les partis politiques sont libres de faire un contrat avec la chaîne qu'ils veulent, vous croyez que Radio Planète peut, en l'espace de 2 semaines, avoir peut-être 2 millions comme revenu? Non, ça va largement aller au-delà. Mais étant donné que le contexte est particulier, et ça c'est pour revenir à votre deuxième question, nous sommes dans un contexte d'une crise sanitaire mondiale, le coronavirus, et qui a amené d'ailleurs les autorités nationales à divers niveaux, à commencer par la Sénat, en disant que les campagnes électorales pour les prochaines communales et locales vont être exclusivement médiatiques. Peut-être que c'est le début des efforts pour valoriser la presse béninoise en période électorale. Vous savez que ça ne vous a pas échappé, que pendant la présidentielle de 2017 en France, je donne le dernier exemple en date, François Fillon, qui était quand même bien placé dans les sondages, il a fallu qu'un quotidien, le Canard enchaîné, fasse un titre pour révéler qu'au moment où lui travaillait à l'Assemblée nationale, son épouse Pénélope Fillon percevait indûment de l'argent des caisses publiques pour un travail qu'elle n'aurait pas accompli ou pour un job qu'elle n'aurait jamais fait. Ça signifie que, vous connaissez la suite, rien qu'à cause de ce titre, François Fillon a été complètement chuté. C'est pour dire qu'ailleurs, la presse en période électorale, que ce soit exclusivement médiatique ou pas, la campagne électorale, si la presse sort et parle, c'est que ça pèse. Mais dans notre sociologie ici, on sait que d'habitude, c'est les porte-à-porte qui importent beaucoup plus, les meetings géants où le candidat il vient et on sait que les populations sortent, pas forcément pour aller l'écouter lui, mais pour attendre la commission de la fin du meeting. Aujourd'hui, on nous dit c'est uniquement médiatique. Et vous avez la liste des radios, les télévisions, c'est uniquement, majoritairement des radios communautaires qui sont beaucoup plus rapprochées des populations, où certainement, je suppose, on va enregistrer ces messages-là dans les langues nationales pour parler aux populations. Nous verrons si ça va permettre aux populations de pouvoir se décider, ne serait-ce qu'après avoir écouté un candidat à la radio, est-ce que ça peut influencer son vote? On verra. Mais j'ai un peu quelques réserves, c'est-à-dire que déjà vous voyez des candidats qui prétestent, toujours avec ce même contexte, qui prétestent de ce qu'ils manifestent une certaine sollicitude auprès des populations. Ils veulent aller donner des cache-nez, ils veulent aller donner des masques, etc. ou des gels désinfectants.
Ils prétextent de cela pour se rapprocher des populations et profiter pour faire passer leur message. Donc, est-ce que ça sera vraiment exclusivement médiatique? C'est que on ne peut pas directement qu'il faudrait que l'État intervienne, quitte à ce que l'État lui-même puisse prendre en charge la distribution de non, mais de toutes les façons, puisqu'il y a déjà des comptes et autres qui sont au niveau du ministère de la Santé pour recueillir tout don qui contribue quand même à la lutte contre le coronavirus. Non, l'État fait ce qu'il doit faire. L'État fait autant qu'il peut. Mais vous savez que les partis politiques, normalement, ont vocation de se rapprocher des populations. Parce qu'un parti politique est là pour gérer la cité. Mais lorsque vous gérez la cité et que des gens sont malades, vous n'avez pas votre raison d'être. Donc, les partis politiques disent, on veut aller apporter masque aux populations de telle région. Bon, en y arrivant, puisque la loi ne dit pas, ne rassemblez pas 10 personnes. On a dit pas plus de, vous comprenez. Donc, si 9 personnes viennent et que dans une même journée, on dit, bon, d'accord, venez prendre les cache-nez, vous voyez un peu. Donc, on verra. Ce qui est sûr, c'est une première. Rien ne dit que ça va à 100% marcher. On verra. Mais pour rapidement chuter, je voudrais dire un mot sur la presse écrite qui n'est pas considérée dans l'actuelle campagne. Moi, bon, je ne suis pas un produit de la presse écrite, mais j'ai quelques frustrations à la place de nos confrères qui aimeraient aussi jouer. Vous savez, un journaliste, c'est une grande passion que de couvrir les élections, quelle que soit leur nature. Que ce soit la présidentielle, les législatives, les communales. Si vous êtes journaliste, cette période-là, c'est une occasion pour vous de vivre pleinement votre passion parce que vous êtes au cœur de l'actualité électorale. Les hommes politiques viennent à vous, se confient à vous, vous parlent, vous relayez ce qu'ils disent, ce que vous entendez. Mais là, j'ai l'impression que tellement les choses sont trop contrôlées que même les radios, etc., ne sont pas si libres que ça d'innover. Hein. Et donc, on verra le résultat après. Nous avons un directeur d'une radio de la place sur ce plateau. Dites-nous, M. Yaouédéou, avec cette campagne qui sera exclusivement médiatique, vous êtes le directeur de Radio Planète, est-ce que, comment se passera ces passages au niveau des radios et télévisions déjà? Oui, l'organisation a été faite par la HAC. Nous avons été mis au courant. Le travail a été bien fait. Est-ce que c'est des passages dans toutes les langues possibles ou bien il s'agit exclusivement de passages en français? Est-ce que les langues ont été choisies? Non, rien n'a été imposé aux candidats parce que c'est eux qui connaissent leur électorat. Nous, on a mis chaque candidat qui vient avec la langue, le nombre de langues qu'il veut, pourvu qu'il reste dans le timing qui leur est réservé. Et ils ont la possibilité de suivre la correction et de valider la diffusion avant que la HAC ne valide et que nous, on diffuse. Donc, c'est 48 heures à l'avance que tout ça là est vous corrigez, ils supervisent la correction et en dernier ressort, la HAC valide. Oui, c'est en réalité pas nous qui corrigeons, c'est eux qui corrigent. Eux-mêmes qui corrigent. Nous, on est juste là pour manipuler la souris. Donc, c'est eux qui corrigent, qui valident et la HAC vient approuver et nous, on diffuse. Donc, tout le calendrier est fait, les dates et les heures d'occupation de studio sont établies jusqu'à la fin de la campagne. Et tout est si bien fait que les heures de diffusion aussi sont uniformes sur toutes les radios retenues, sur toute l'étendue du territoire national. À partir de 6 heures, ça démarre dans l'ordre de tirage des listes. Et c'est comme ça que ça va se passer sur toute l'étendue du territoire national. Deux petites questions à votre égard, Constant Yaouédéou. Dites-nous, est-ce que vous êtes autorisé durant cette période à avoir un contrat avec tel ou tel autre parti politique? Et est-ce que durant cette période des campagnes électorales, est-ce que vos auditeurs auront droit encore au journal habituel? Est-ce qu'ils auront droit aux émissions habituelles? Nous sommes en pleine période de jeûne musulman. Est-ce qu'ils auront droit également aux prêches habituelles? Ou bien tout cela vient empiéter sur le programme des radios? Ce qui est sûr, la grille est un peu bouleversée. Parce que de 6h à 7h, nous avons déjà d'autres émissions, mais ça s'impose à nous, on est obligé de décaler. Et à la mi-journée, il y a encore 50 minutes, parce que c'est 10 minutes par liste, et c'est 5 listes. Et dans la soirée, à partir de 21h, je crois bien, c'est 20 minutes par
par liste. Donc, ça fait 1h30, ou un peu plus d'1h30, 1h40 à peu près, dans la soirée, et 50 minutes dans la matinée et à mi-journée, 50 minutes également. Donc, forcément, ça bouscule. Et des émissions étaient à ces places. Nous avions des... Mais vous serez quand même dédommagé par la RAC un peu. Bon, justement, à ce niveau, quelque chose est prévu pour nous soutenir. Et ce que Gilles Christ disait tout à l'heure, c'est un autre côté. Que ce que chacun devrait gagner si la campagne était libre, nous ne pouvons pas gagner ça. Je pose la question de savoir, est-ce que vous êtes autorisé à nous sommes des contrats avec... Nous sommes des radios commerciales, mais nous serons traités au même titre que les radios communautaires, alors que les charges ne sont pas les mêmes. Bon, le président de la RAC a expliqué pour dire que c'est une première expérience. Et tout ce qui va en découler permettra d'améliorer pour les fois à venir. S'il y a encore une particularité du genre, monsieur. Oui, s'il y a une particularité du genre. La particularité, je crois que ça risque d'arriver, cette particularité, parce que c'est une expérience de la régie publicitaire dont nous parlons tous les jours et depuis des années qu'on n'a jamais expérimenté. Et là, on est en train d'amorcer l'expérience. Ça va permettre à tous les acteurs de voir ce qu'on est en train de dire quand on parle de régie publicitaire. Je suis bien placé pour le dire parce que pour avoir un contrat au niveau de l'État, il y a le 22 passé, j'ai 21 ans, je peux compter au bout des doigts le nombre de fois j'ai été associé à un contrat de l'État. Donc, c'est pour dire, sans ça, j'ai survécu jusque-là. Donc, j'étais pour la régie publicitaire, mais ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde, ce qui a fait que ça... Peut-être que c'est l'expérience, cette expérience va nous conduire à ça. Et l'autre chose que je voulais dire, donc, ce qui est sûr, le budget sera dérisoire et ne sera pas à la hauteur de ce que nous disons, parce que ça fait 5 heures d'enregistrement. Quand vous faites 5 heures d'enregistrement, la correction, c'est toujours au-delà du temps d'enregistrement. Donc, vous voyez... Vous pensez que ça va mobiliser plus de personnel? Ça mobilise plus de personnel, ça immobilise la production. Vous voyez, donc il y a des investissements que nous voulons faire. Si l'investissement venait juste du personnel, on pouvait dire des ressources humaines, on pouvait dire c'est un sacrifice pour la nation, mais si ce qui va être la récompense ne peut pas couvrir au moins l'investissement que nous avons fait, ce que nous avons perdu, ce n'est pas que nous avons fait du patriotisme, c'est que nous nous sommes tués. C'est pour ça que je voudrais faire une proposition à ce niveau-là pour dire que, comme ça a fait l'objet de décret en Conseil des ministres, la réquisition des organes de presse, donc c'est une mesure spéciale qui accompagne les élections et non la Sénat. Ce n'est pas, c'est ce que je suis en train de voir. Ce n'est pas une mesure qui accompagne la Sénat, mais c'est une mesure qui accompagne les partis politiques. Donc, on ne devrait pas loger ça, notre revenu ne devrait pas être logé dans le budget de la Sénat. Okay, on devrait sortir ça de là et loger ça au ministère de la Communication, qui est notre ministère de tutelle, avec qui, quand on va discuter comme ça, on va mieux comprendre. Là, parce que la Sénat n'est qu'une institution. Ah, les journalistes, on va leur trouver quelque chose, ils vont nous accompagner. Mais le ministre de la Communication ne peut pas avoir le même langage que le président. Il ne va pas vous demander d'accompagner, mais il va vous demander d'être beaucoup plus... Non, puisqu'il connaît les réalités. Donc, je crois que c'est ce qui va faire. Il y a une question que vous essayez de suivre depuis un certain temps. Dites-nous, est-ce que vous êtes autorisé à avoir des contrats en dehors des 5 heures? C'est exclu. C'est exclu. Donc, totalement, vous ne non. Pas avoir des arrangements avec des partis politiques ou excéder cela. Parce que même s'ils payent. Même s'ils payent. Eux-mêmes ne payeront pas parce qu'on les a réunis, on leur a déjà dit, vous ne pouvez pas faire, et ils connaissent leurs sanctions. Donc c'est pour ça qu'eux-mêmes ne viendront pas. Et c'est pour ça que la revue de presse est suspendue pour la période de la campagne. La revue de presse est suspendue. Mais nous aurons à traiter les informations, toutes les informations, sauf les informations des partis politiques, parce qu'on leur a réservé leur espace. C'est assez difficile, mais c'est une expérience. Les conclusions, nous allons les tirer. Et c'est pour ça que je voudrais aussi, à l'endroit de la presse écrite, dire tel que ça s'est passé comme ça,
il faut qu'on s'asseye entre nous pour nous dire quelles ont été les faiblesses que nous avons et qui ont permis aux autorités de ne pas pouvoir nous organiser, de ne pas pouvoir nous associer. Il faut qu'on fasse notre autocritique. Parce que pour les radios, c'est plus facile de gérer. Mais pour la presse écrite, qui est? Il l'a dit. On paraît 2 fois, on dit on est quotidien. On paraît 5 fois, on dit on est quotidien. Comment est-ce que nous-mêmes nous allons quotidien. Comment est-ce que nous-mêmes nous allons nous organiser pour qu'en face de ceux-là, on puisse avoir des arguments solides pour pouvoir les convaincre pour que prochainement, même si on doit rester dans la même dynamique, ça se passe autrement. Ça se passe autrement. Alors Jacques Bokor, dites-nous, durant cette période, comment vont vivre les quotidiens? Comment vont-ils remplir leur journal quand on sait que la période elle est électorale et qu'il n'y aura pas de traitement d'éléments liés à la campagne électorale? Dites-nous de quelle information les quotidiens vont remplir les colonnes de leurs journaux quand on sait également qu'il y a le coronavirus qui a paralysé tout dans le monde entier. Ça veut dire, si je comprends bien votre question, c'est que la HAC nous demande plus d'efforts. Parce que d'abord, il y a déjà le coronavirus qui a paralysé le monde entier, il n'y a pas d'activité. Il n'y avait déjà pas d'activité avant la période électorale. Maintenant, avec les élections, c'est que ce serait focus sur les élections. Pendant ce temps, ça fait deux focus. Focus sur Covid et focus sur les élections. Et Dieu même sait qu'au Bénin, la communication sur Covid-19, ce n'est pas tous les jours que ça vient non plus. Et on ne va même pas vivre que de Covid-19. Ça veut dire que l'actualité dont, vit le journaliste, ça pose problème. Sur les faits divers. Ça pose déjà problème parce que moi, quand on me dit que lorsqu'un acteur politique vient à travers un message diffusé à la télévision ou à la radio, dire que je vais construire 1000 écoles en 2 minutes, quand je serai élu, moi, journaliste, je ne peux pas dire c'est faux. Je ne peux pas dire que c'est du mensonge. Je ne peux pas analyser, je ne peux pas, que c'est irréaliste, c'est irréalisable. Donc c'est la HAC qui nous interdit cela. Vous voyez à quel point, moi je pense que ce serait un peu difficile. C'est peut-être, comme l'a dit M. Yahweh-Deou, c'est une sorte d'interpellation aussi. Oui, justement, c'est pour ça que je voulais vous poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des failles au niveau des éléments de la presse écrite? Non, je l'ai dit. Comme vous avez eu à le dire tout à l'heure, il y a des quotidiens qui s'appellent quotidiens, qui paraissent 5 sur 5, il y a d'autres qui s'appellent quotidiens et qui ne paraissent que lorsqu'il y a une communication. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui... Et j'ai parlé de dérapage aussi. Dérapage, quand je parle de dérapage, c'est déontologie, lorsque vous sillonnez, par exemple, la Bourse du Travail, lorsque vous vous rendez peut-être à l'Infosec ou autre, il y a toujours une ordre d'individus là, qui prétendent être également journalistes et qui se réclament de la presse écrite également. Est-ce que tout cela n'amène pas, pour ne pas qu'il y ait quand même une confusion, qu'il n'y ait pas qu'on tasse les autorités de sélectivité qu'on a voulu carrément? Je pense que tous ces faits que vous décrivez ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date de Mathusalem et c'était ainsi. Oui, mais est-ce que parce que ça date d'ainsi et que c'est anormal qu'il faut maintenir? Bon, dites-moi qu'à cause de la presse, surtout presse écrite, les informations traitées par la presse écrite en période électorale, on n'a pas pu organiser des élections. Ou bien ça a mis à mal l'organisation des élections. J'avoue, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire qu'on a dit à cause de la presse, il y a eu soulèvement de telle localité contre telle localité et que les élections n'ont pas pu bien se dérouler. Nous avons toutes les structures qu'il faut. Il y a l'ODEM qui, à tout moment, peut s'auto-saisir de certains titres. Il y a la HAC qui est là aussi. C'est pourquoi je disais à l'entame, j'ai l'impression que la HAC ne veut pas trop se gêner, malgré le budget qui lui est affecté pour la période électorale. Sinon, un quotidien, même quand c'est sur les plateformes numériques, je pense qu'il y a des instances qui sont chargées, s'il y a des injures, s'il y a diffamation, qui sont chargées de gérer ce volet. Maintenant, la version papier, la HAC est là pour
il y a un service qui s'occupe de ça. Et chaque matin, normalement, on doit parcourir les quotidiens par rapport au traitement de l'actualité. Et on peut se réunir expressément et interpeller les responsables de l'organe. Donc, moi, je pense que on pouvait... Je ne suis pas contre la décision. Mais tel que c'est tombé, est-ce que les gens s'étaient préparés? C'est ça aussi. Et c'est pourquoi je rejoins M. Yawedeo qui a parlé de s'asseoir. Parce qu'il faut échanger. Là, si moi j'étais... Bon, c'est peut-être un rêve. J'allais peut-être commanditer un sondage à l'avance. Sans dire aux médias, c'est vrai que la HAC aussi a été peut-être surprise par la décision d'organiser des élections exclusivement médiatiques. Mais on peut peut-être rapidement organiser un sondage en période électorale, matin libre. À peu près combien vous engrangez? Peut-être les gens ne vont pas comprendre la question. Si les gens revoient la baisse, ça fait leur problème. Si la HAC envoie une caillotte, mais c'est ce que vous avez déclaré. Donc, en fonction des déclarations, on peut peut-être voir comment allouer ou affecter. En fonction aussi de l'audience également. Évidemment. Et donc, quotidien. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est que, c'est vrai, c'est une première, justement, mais ça ne sera pas sans difficulté. Est-ce que cette allocation sera la même pour tous les canards? C'est-à-dire, est-ce que le quotidien qui paraît à Cotonou et à Parakou et celui qui paraît uniquement dans un arrondissement, est-ce qu'ils auront tous? J'ose croire que ça ne sera pas ainsi. Et je compte sur l'impartialité. Absolument, et puis l'intelligence des conseillers, des hauts conseillers qui sont de l'autre côté et pour répartir comme il se doit. Parce que c'est comme l'aide de l'État à la presse. Parfois, il y a des organes de presse qui prennent une portion, disons, congrue pendant qu'ils fournissent plus d'efforts. Non, moi, je ne voudrais pas qu'on voit parce que j'ai telle personne bien placée à tel niveau que j'ai contribué à telle élection. Qu'il y ait du favoritisme. Maintenant, c'est vrai, on sera éprouvé par rapport à l'actualité, mais c'est peut-être une reconversion. Beaucoup de journalistes vont se retrouver désormais sur la toile, puisque on ne peut pas empêcher aujourd'hui qu'il y ait des web activistes, des journalistes vont se transformer en web activistes et même en dehors de la période électorale vont communiquer à outrance. Puisque la HAC ne peut même pas encadrer cela. On a dit période préélectorale, on n'a même pas encore lancé la campagne, mais vous voyez les affiches sur les réseaux sociaux, vous voyez les déclarations de voter pour, voter pour. Et pourtant, la HAC ne veut pas encadrer. Donc, certainement, il y aura un regain de communication sur les réseaux sociaux avec toutes les conséquences. Voilà. Sur les réseaux sociaux. Alors, justement, parlant des réseaux sociaux, Gilles Christidi, dites-nous, par quel moyen on va encadrer un peu tout ce qui sera dit là-bas? Vous savez que le Bénin s'est doté, il y a de cela quelques temps déjà, le code du numérique, qui est une arme très sérieuse contre les publications que l'on envoie de part et d'autre sur la toile, sur les réseaux sociaux, etc. Les web activistes savent qu'il y a cette épée de Damoclès qui plane sur leur tête. Les médias en ligne savent aussi qu'il y a aussi cette épée de Damoclès. Autrement dit, je crois que d'une manière ou d'une autre, l'arsenal juridique est déjà là. Après, il va falloir vérifier un peu comment est-ce qu'on peut faire tout ça sans qu'on ne taxe, je ne sais pas, la justice ou l'exécutif de pouvoir en vouloir la tête de quelqu'un, etc., etc. Parce que c'est très facile si quelqu'un s'en prend vertement à un candidat, par exemple, sur les réseaux sociaux. On a même commencé à voir des professionnels des médias qui écrivent des articles pour dévaluer ou dénigrer un candidat. Ça a déjà commencé. Et que dira-t-on des web activistes? Ça pleut de toutes parts. Alors si on en vient à interpeller 2 d'entre eux, je crains encore que sur la même toile ou sur les mêmes réseaux sociaux, que l'on puisse crier au scandale et dire qu'on en veut à tel ou tel. Il va falloir juste appeler à la responsabilité de tout un chacun. Autant les journalistes sont appelés à un grand sacrifice parce que les journalistes de l'audiovisuel, ceux de la presse écrite, sont dans un sacrifice profond. J'ai entendu récemment un montant qui serait le montant de rémunération des radios. Je ne vais pas le dire sur ce plateau, peut-être tout à l'heure on va poser la question au directeur hors plateau. Mais si c'est vraiment ce montant, c'est que c'est complètement dérisoire pour une radio. Et que dira-t-on de ceux qui sont dans la presse écrite, etc. Donc, c'est un grand sacrifice. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Il y a certains candidats qui ont une certaine sensibilité. Un peu seulement, ils iront se plaindre. Peut-être qu'on enregistrera des plaintes comme ça, où on va se plaindre contre tel web activiste ou tel autre. De toutes les façons, c'est une équation à multiples inconnus. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait une campagne électorale
exclusivement médiatique. On verra. Un peu comme les réformes qu'on a déjà expérimentées. C'est encore une nouvelle réforme peut-être. Nous verrons. Et peut-être qu'après le Covid-19, peut-être que pendant les campagnes électorales, les gens auront un regard plus prononcé sur ce que font les médias. À partir de cette expérience, nous verrons. On verra. Nous verrons. Alors, Constant Yaoudé, dites-nous, qu'est-ce qui serait prévu pour réglementer un peu les dérives qui seront observées au niveau des réseaux sociaux? Au niveau des réseaux sociaux, ce qui est sûr, les instances de régulation seront obligées de s'appuyer sur le code du numérique. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que le procureur a fait une déclaration pour dire que pas d'affiche de candidats sur les réseaux sociaux, dans une certaine mesure, ou des commentaires. Mais s'il doit le dire, c'est qu'il est en retard. Dans une certaine, ça a commencé depuis dans une certaine mesure. Donc, je crois qu'en suivant, là où il peut y avoir dérive, les autorités seront aux aguets pour pouvoir intervenir et faire chose. Et réagir. Par rapport à la publication dans les journaux, je crois que ce qui aurait été aussi un peu chose pour pouvoir sauver les journaux, c'est de dire que c'est rien que les déclarations validées par la RAC et publiées par les radios qui peuvent être relayées 24 heures après dans les journaux. Les encarts. Rien à ajouter, rien à soustraire, au moins pour qu'ils fassent le relais. Oui. Parce que ce n'est pas aussi n'importe quel parti politique qui dépose 245 millions pour dire nous allons à une élection. Donc, c'est vrai qu'il faut mettre tout le monde devant à égalité, mais c'est aussi que c'est une compétition. Et n'est pas un politicien qui veut, c'est une profession. Et ça s'apprend. Et on se prépare pour. Donc, il ne faut pas aussi qu'on parle d'égalité jusqu'à oublier que c'est un combat. Tu veux rencontrer Mike Tyson, tu devrais savoir comment te préparer et venir. Ce n'est pas une question de plaisir. L'égalité est qu'on les met dans la cage, on ferme la cage pour dire celui qui gagne, celui qui est debout à la fin, c'est lui qui sort. Donc, il y a aussi qu'il faut. Et puis une faut le faire comme ça. La contradiction. La contradiction, ce n'est pas que tel parti politique vient dire pour lui et l'autre parti politique vient peut-être rectifier. Non, il y a aussi les observateurs. Il y aura des débats contradictoires. Non, mais au-delà, il y a des acteurs, il y a des outsiders qui sont de l'autre côté, qui voient, qui observent. La société civile, dont nous faisons partie aussi. Donc, non. Quel est le produit qu'on nous présente? Est-ce que ce que tel parti politique dit, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que ce n'est pas trop beau ça? Nous avons quand même l'esprit critique que nous pouvons apporter. Donc, on nous refuse d'exercer cette prérogative. Mais critiquer ne veut pas dire qu'on a diffamé. C'est vrai. On peut le faire avec professionnalisme. Donc moi, la décision, je l'accepte, mais avec ces critiques que je formule. Avec ces critiques que vous formulez. Alors, Jacques Bokor, pour qu'on puisse finir ce sujet par ce sujet suivant, dites-nous, est-ce que finalement, il n'y a pas un intérêt avec cette décision aux partis politiques qui ont fait quelques économies, puisqu'ils n'auront pas à organiser de géants meetings, ils n'auront pas à se déplacer un peu, il n'y aura pas le porte-à-porte. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup d'économies pour les formations politiques quand on sait qu'en ces périodes, véritablement, c'est vraiment de véritables clichés? Je comprends votre question, mais c'est mal connaître les acteurs politiques. Ils peuvent reconvertir les sous des bâches, des chaises, à autre chose. C'est vrai qu'on a dit de ne pas réunir du monde, mais est-ce que vous y croyez? Surtout qu'en Conseil des ministres, on a déjà dit qu'il faut autoriser les acteurs à rejoindre leur base. Lorsque vous justifiez que vous êtes candidat sur une liste, vous pouvez aller dans vos localités. Le phénomène de porte-à-porte. Donc le phénomène de porte-à-porte. Si peut-être on donnait 1000 francs, peut-être que ça passera à 5000, qui sait? Alors qu'on avait prévu 1000 francs. Donc comme on n'a pas loué de bâches et de chaises, on peut arrondir ça. Donc, moi, je ne compte pas sur ces acteurs politiques. Ce qui est sûr, toutes les décisions qui ont été prises ne seront pas respectées à 100%. Vous pensez que quand on va passer avec une caravane ou bien avec un mégaphone, plus de 10 personnes ne peuvent pas sortir d'une concession ou d'un quartier? Ou quand on va lancer des affichettes ou des affiches, les gens ne vont pas se ruer pour aller chercher. Donc, ce qu'on craint peut arriver par là aussi. Donc moi, ce sont des décisions juste
comme à l'accoutumée, mais on sait comment ça se passe, ça ne sera jamais respecté. En plus, il a dit quelque chose, les porte-à-porte, pendant qu'on n'a même pas encore lancé des campagnes, des gens prétestent de ce qu'on veut, distribuer des masques, et dans des concessions, des meetings se font. Des meetings se font, mais, et comme d'habitude, par surtout les partis au pouvoir. Je ne parle pas seulement de 2020. Ça a toujours été le cas. Les partis qui sont au pouvoir sont beaucoup plus favorisés parce qu'on ferme les yeux sur certaines choses. Donc, nous savons que des décisions sont prises, mais ne seront jamais respectées. On vous aura compris, Jacques Bokor, Gilles Christili, dernière question, dites-nous, quel serait l'intérêt de cette campagne médiatique, exclusivement médiatique? Parce qu'on sait que dans toute situation, il y a forcément quelque chose à tirer. Oui, bon, voilà, sur le principe, je crois que les partis politiques se trouveraient très favorisés dans ce contexte, ne serait-ce que sur le plan économique. Un meeting aurait pu coûter banalement 50 millions à un homme politique dans une localité, mais il va sur une radio, ne paye rien, il enregistre son message et il rentre chez lui. Et ce n'est pas sûr que ces 50 millions que lui, il aurait pu dépenser en un seul meeting, que la radio va ramasser ça en 2 semaines. Ce n'est pas sûr. Donc c'est pour dire que les partis politiques, c'est très économique pour eux sur le principe. Néanmoins, il y a cette question de porte-à-porte qu'il ne faut pas occulter. C'est-à-dire qu'on peut, dans la période des campagnes, organiser le jeu de sorte à ce que les partis politiques se déplacent eux-mêmes en allant dans un quartier, par exemple, en allant chez des gens. D'accord? Et puis, ils peuvent même arborer des t-shirts de sensibilisation. Le Covid-19 est toujours là. Bon, donc, vraiment, il faut prendre soin de vous. Mais n'oubliez pas que nous sommes en période électorale. Votez pour nous. Parce que si vous votez pour nous, on va vous aider à mieux vous protéger contre le Covid-19. Donc, vous allez entendre beaucoup de choses. Mais, encore une fois, comme mais est-ce qu'avec cette campagne exclusivement médiatique, est-ce que ça ne va pas mettre au banc des accusés des acteurs politiques qui doivent être éloquents? Oui, normalement. Encore une fois... On ne peut pas aller se prononcer sur une radio pendant une cinquantaine de minutes si on ne sait pas parler, si on ne maîtrise pas bien sa langue, si on n'arrive quand même à convaincre. Oui, mais le problème aussi, c'est que ces genres de déclarations-là qu'on vient enregistrer, généralement, ce n'est pas intéressant. C'est un discours qu'on vient lire. Hein? L'acteur politique démontre son éloquence devant un journaliste. C'est lorsqu'il résiste à vos cuisines verbales qu'on pourra conclure qu'il est éloquent. Donc, ce n'est pas quand il vient lire une déclaration. Ça a toujours été le cas sur la télévision nationale ou sur la radio nationale. On a toujours vu le résultat. Presque, les gens ne s'asseyent pas pour suivre. Donc, soyons honnêtes. Donc, si dans le cas d'espèces, c'est exactement la même chose, si ça avait été, par exemple, sous une autre forme, un entretien, par exemple, où on dit, vous répondez aux questions des journalistes, c'est vrai qu'après, on va taxer un journaliste d'être trop partial face à un invité. C'est pour ces questions-là qu'on demande aux partis politiques de venir parler eux-mêmes. Mais sur cette question, on verra un peu comment ça va se passer. Pour ajouter à ce qu'il a dit, allez-y. Tous les candidats dans une circonscription, c'est-à-dire un arrondissement, n'auront pas le temps de défiler sur une radio. Donc on va envoyer, un parti politique va désigner des représentants pour aller parler au nom de tous les candidats qui sont sur la liste. Donc il y a des quartiers par exemple qui n'auront pas la chance d'écouter leurs candidats. Donc moi on a parlé d'élections de proximité. Des candidats ou des mandants n'auront pas la chance d'apprécier même l'éloquence dont vous parlez. Donc d'autres iront parler à leur place. Voilà. Est-ce que, et là j'en finirai... les réalités ne sont même pas les mêmes dans toutes les circonscriptions électorales. C'est-à-dire, je prends un parti Tatampion, dont les représentants viennent, ils vont dire voilà notre idéal, notre projet de société. Si c'est à Cotonou, vous voyez que les réalités ne sont pas les mêmes à Dassa-Zoumé ou bien à Kotiakou, c'est comme ça. Alors, je reviens au directeur de Radio Planète pour finir avec ce sujet. Dites-nous, lorsque je prends par exemple le cas de Cotonou, il y a la 15e et la 16e circonscription électorale, et que je prends un parti politique que je qualifie peut-être ES par exemple, le parti politique ES pour ne pas stigmatiser, est-ce que
celui qui a été l'orateur pour la 16e, la liste de la 16e, est-ce qu'il peut être encore l'orateur pour la liste de la 15e? C'est-à-dire que parce qu'on voit qu'il est plus éloquent, il maîtrise mieux la vision du parti politique, parce qu'il arrive mieux à convaincre, est-ce qu'il peut revenir dans la 16e et également lors du temps d'atteinte de la 16e, de la liste de la 6e, pour s'exprimer, pour essayer de convaincre aussi la population? Est-ce que c'est possible? Absolument. Il peut le faire. Si on sent que c'est lui qui peut, c'est un peu comme, disons, le président, puisque c'est là le problème. La liste est nationale. À partir de ce moment, le président peut passer sur beaucoup de radios pour parler au nom de cette liste-là. Donc, ce n'est pas forcément un candidat issu de la liste qui doit parler. Non, pas forcément. C'est eux qui vont perdre peut-être parce que si c'était le monsieur qu'ils voyaient tous les jours, ils pouvaient facilement les convaincre au lieu que ce soit le président qui se mette en 3 pièces ou en veste, chose pour venir tenir. Non, mais justement cela, M. Constant Yawedewo, est-ce qu'il ne serait pas bien séant que ce soit le candidat de la liste qui vienne convaincre les populations, puisqu'il s'agit de campagne électorale? Et comme on sait que quand on parle de campagne électorale, c'est le candidat qui sera devant les populations pour s'exprimer, est-ce qu'il n'aurait pas été bien séant de mettre une mesure pour encadrer et obliger le candidat à venir lui-même s'exprimer et à venir se défendre? Malheureusement, tous les candidats ne sont pas éloquents. Et vous savez tous avec moi que les meilleurs candidats, c'est ceux qui ont l'argent. C'est ça. Encore pour notre sociologie, c'est celui qui peut mettre beaucoup de moyens et nos populations ne comprennent même pas que malgré qu'il ait de l'argent, qu'il ne peut pas l'investir n'importe comment. Un candidat, par exemple, ne fait pas un pont. Un candidat ne fait pas un pont. Un pont, c'est l'État qui fait. Oui. Parce que le jour où ça crée d'accidents, ça se fonce et que le véhicule transport en commun se renverse, les dégâts, c'est pour celui qui l'aurait fait. Vous voyez un peu. Donc, il y a cette dynamique que les populations ne maîtrisent pas et on pense que c'est seulement celui qui a l'argent qu'il faut et non celui qui a les idées. Belle conclusion à vous, Constant Yawedewo, merci. Je reste avec vous pour passer au prochain sujet, celui qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux tout au long de cette semaine, des propos qualifiés d'ethnocentristes d'Armand Conseil, directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema, sur les réseaux sociaux, des propos où lors d'un meeting politique, lors des élections, de la campagne électorale pour les élections législatives dernières, il a eu à s'en prendre un peu à un candidat qui était d'une ethnie. Dites-nous, en tant que professionnel des médias, comment aviez-vous à qualifier vous aussi ces propos et quelles leçons vous en tirez? Heureusement que c'est sur les réseaux sociaux et que ce n'est pas sur les médias officiels, sur les réseaux sociaux que c'est passé. Parce qu'ils auraient sanctionné ça et n'auraient jamais laissé passer. Donc c'est les non-professionnels qui ont laissé passer ces informations et qui ont intérêt à le faire. Parce que la politique, ce n'est pas une affaire d'enfant de cœur. Donc, ils l'ont fait. Et surtout qu'on sentait que c'est contre un autre qu'il était en train de le faire, pas forcément contre celui qui aurait été injurié, mais contre peut-être un allié ou un ancien allié à lui ou quelqu'un qu'il visait. Donc, le vrai problème, c'est que quand vous êtes un homme public, surtout un homme politique, vous devez savoir ce que c'est qu'être homme public, ce que c'est qu'être homme politique. Et avoir de la retenue. Et avoir de la retenue, ça s'apprend. Oui. C'est pour ça qu'on parle de militantisme. C'est une école, la politique est une école, c'est une science qui s'apprend. Donc, or, chez nous, c'est celui qui s'est le plus tempêté, qui s'est le plus influencé, d'une manière ou d'une autre, influence financière, influence physique ou autre, ou des magouilles à des niveaux donnés. C'est à ceux-là qu'on trouve de la valeur, de la qualité. On dit, il est bon, hein? Ah, il faut l'avoir avec toi. Il trouble tout. Quand il n'est pas dedans, là, c'est qu'il n'est pas dedans. Bon, donc, c'est les qualités que nous choisissons comme icône politique. Donc, à partir de maintenant, nous devons savoir que
nous devons aller au militantisme. Il faut que dans les réformes du système partisan, on puisse instaurer la formation politique. Non, c'était ça un peu au temps de la Révolution, l'idéologie. L'idéologie, oui. Déjà au CI, parce que c'était parti unique, donc tout le monde ne pouvait que parler. Mais déjà au CI, on vous apprenait l'idéologie. Au CFEB, vous avez l'idéologie, le civisme, le patriotisme et l'idéologie. Donc il faut que l'idéologie revienne au sein des partis pour que les gens se disent c'est un idéal qu'il faut défendre, c'est un idéal qu'il faut... Ce qui fait que, je vais donner peut-être un exemple sans trop de précision. Il y a des partis qui étaient tellement grands dans ce pays à cause d'un homme. Mais aujourd'hui, ces partis ont tous les problèmes du monde, ça n'existe pratiquement plus parce que la génération d'aujourd'hui, 30 ans ou 25 ans après, ne connaissent pas les valeurs de cet homme-là qui faisait la force. Donc la force réside aujourd'hui dans « je suis chômeur ». Oui. Qu'est-ce que vous me réservez? Donc ce n'est plus le même truc là les enjeux qui retient les militants d'aujourd'hui. Donc les militants d'hier d'un parti ne peuvent, à part le Parti communiste du Bénin, il n'y a plus ce parti-là où l'idéal de 1960 est resté jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020. Jacques Bokor, vous avez traité cette information et vous avez même dédié toute une manchette où vous avez perçu que Armand Gansé était en mauvaise posture. Est-ce que vous pouvez nous justifier le titre de cette manchette? Non, je pense que... Puisqu'après une lecture sommaire et expéditive de l'article, on voit entrevoir le nom du maire de Boyeko, le Quatre-Pots. Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'il y a un lien? Non, mais bon, moi je ne voudrais même pas qu'on aille dans ces relations ou dans ces considérations. Mais quand vous prenez l'article 36 de la Constitution du Bénin, il est clair là-dessus. J'ai fait quelques prises de notes avant de venir. L'article 36 dit « Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec les autres les relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue, la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale. » Paix, cohésion nationale. Lorsque vous prenez également les articles 4 et 5 de la charte des partis politiques, on a été clair, le législateur a été clair. L'article 4, tous les partis politiques doivent, à travers leurs objectifs et leurs pratiques, contribuer à, entre autres, je lis juste un alinéa là, la consolidation de l'indépendance nationale, la sauvegarde de la cohésion et de l'unité nationale. Ça veut dire que nous sommes un et individuellement doit travailler pour. L'article 5 vient préciser même, les partis politiques doivent dans leur programme et dans leurs activités proscrire l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l'incitation et ou le recours à la violence sous toutes ses formes. Je vais m'en arrêter là. Vous voyez que le législateur a tout prévu. Donc, c'est d'abord le lieu de saluer la prompte réaction du parti politique auquel appartient l'acteur politique dont nous parlons, qui, bon, s'est désolidarisé, même si d'aucuns auraient voulu qu'on le retire de la liste. Ça, c'est à l'appréciation des responsables. De toutes les façons, ils ont réagi et c'est déjà bien. Donc, moi, les propos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est condamnable, mais quand on prend le revers ou l'autre face de la médaille, moi je trouve que c'est bien. Parce que vous voyez tout le tollé qu'il y a eu, levé de bouclier, ça a quand même permis à certains acteurs de se prendre, ou bien ça va permettre à certains acteurs de se prendre au sérieux désormais. Parce que celui dont nous parlons n'est pas le premier. Ça fait quand même 3 non-concites qui ont tenu, disons récemment, ces genres de propos. Donc, quand on en vient à condamner ça comme ça, avec tout le tollé qu'il y a eu, je suis sûr que prochainement, les gens feront
un peu plus attention. Parce que, contrairement à M. Yawedéou qui pense que le fait date d'il n'y a pas longtemps ou c'est nouveau, je pense que les élections ont toujours été comme ça, même depuis. Il faut voir la guerre ou les guerres qu'il y a eu entre les Insous, les Aromadégbé, les Magas. Hein, vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. C'est une sorte de régionalisme aussi. Seulement qu'avec les réseaux sociaux, ça s'amplifie aujourd'hui. Sinon, nous écoutons les réactions dans l'opinion. Tel acteur politique ou bien tels acteurs de telle localité ont déjà fait leur temps. Il faut que le pouvoir revienne à telle partie du pays. Nous le disons chaque fois. Nous le disons. Donc, moi, je pense que ceci vient comme une correction ou un appel aux acteurs politiques, comme il l'a dit, de se reprendre au sérieux. Et je pense que le procureur s'est autosaisi. Il est déjà sur le dossier. Donc, nous n'irons pas dans le fond. Nous allons rester superficiels, quitte à ce que la justice fasse son travail. Voilà. Jusqu'ici dit. Je voudrais me départir de toutes les émotions, de toute la passion pour attirer notre attention très froidement sur le fait que ce soit une bombe à retardement, cette affaire-là, cette xénophobie que nous notons, ou cet ethnocentrisme, n'est pas le fait de Armand Ganset. C'est une bombe à retardement des hommes politiques. J'ai fait une réflexion, un article sur ma page Facebook qui porte mon nom, Gilles Christ Chidi, où j'ai dit que c'est une pathologie des politiques béninois. Et je vais vous démontrer. Vous savez qu'à l'université d'Abomey-Calavi, il y a une faculté qu'on appelle faculté des sciences politiques. Ça veut dire que la politique est une science. Ça s'apprend à l'école. Ailleurs, lorsque vous êtes un homme politique et que vous sortez, votre posture seule dénote de votre personnalité. Si vous faites un discours et que vous vous mettez à gesticuler tout le temps, on sait à peu près que vous ne pouvez pas avoir le sang-froid pour gérer une cité. C'est pour ça que les hommes politiques qui n'ont pas cette science en eux se font accompagner ou coacher par un professionnel de la communication qui les coach, qui leur disent presque tout ce qu'ils doivent dire en public. Mais on constate que les acteurs politiques ont une antipathie à l'égard des... Oui, c'est là ma démonstration. Si vous pouvez... Tout à l'heure, nous avons vu des images sur les réseaux sociaux. Oui, c'est là ma démonstration. Ailleurs, ça s'apprend. Et si vous voyez, faites attention à la manière même dont nos chefs d'État font leur discours. Ils ne font presque attention à rien de tout ça. Regardez un peu très attentivement comment Emmanuel Macron fait ses discours. S'il se met à l'écran, vous verrez qu'il contrôle le mouvement de ses bras. Parce que ça s'apprend. Et peut-être que son directeur de la communication, qui est un professionnel de la chose, lui a dit comment il doit se tenir pour parler. Si un chef d'État fait la main comme ça tout le temps, c'est que c'est mauvais. Donc, lorsque vous vous mettez comme ça, ne serait-ce que pour dire ce que vous devez dire, ça prouve que vous avez la teneur ou la posture qu'il faut pour pouvoir parler. Et donc, ça, ce n'est que le b.a.-ba. Vous avez de l'assurance. Au Bénin, ici, depuis bien longtemps, on a constaté que est un vrai politique, celui qui a une, on va dire, effervescence, une ébullition verbale et qui s'en prend aux autres. Qui sait haranguer la foule. Et parfois même, qui sait bien détruire son adversaire politique. Ça a toujours été comme ça. Vous voyez ce tollé-là. Mais ça va encore s'estomper très vite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Je vais attirer notre attention sur quelques exemples qui me viennent en tête là. Et je l'ai dit dans mon article sur ma page Facebook. J'ai dit, en février 2020, il y a quelques mois seulement, on a encore entendu un autre homme politique, Aboubakar Yaya du parti FCBE, qui s'est exprimé dans une langue locale aussi et qui a stigmatisé des citoyens de Parakou. Allons resuivre cette vidéo et rappelons-nous aussi toute l'effervescence qui a prévalu en février dernier. On a dit, ah mais nous sommes dans une période de pré-campagne, enfin, une période préélectorale. Ce n'était pas bien qu'il puisse tenir de tels propos. Mais ça s'est estompé. Vous vous souvenez aussi que l'actuelle présidente de l'UDBN, Claudine Prudencio, à l'occasion d'une élection aussi dans un même contexte, disait à Valentin Djenotin, qui était son adversaire politique à Godomé, d'aller candidater plutôt dans son village natal et de laisser Godomé que ce n'est pas chez lui. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est indigné, et puis c'est passé.
pendant les législatives 2015, vous vous rappelez où un président de la République, Boni Aïe, pour ne pas le citer, qui s'en prenait à un adversaire politique, candidat Zanaï, et c'était des injures par médias ou réseaux sociaux interposés. Vous vous souvenez des injures que je ne voudrais pas relayer, par respect pour les habitants du quartier Djonké de Cotonou. Et si vous analysez un peu tout ça, vous vous rendez compte que longtemps, on a assisté à ça et on est tout le temps resté très émotif. Mais après, quelques temps après, c'est comme si tout le monde est frappé d'une amnésie collective et tout le monde oublie, c'est passé. De plus en plus, vous allez enregistrer ça ou pendant les périodes électorales, les candidats ne sauront pas se retenir. Vous savez qu'on n'exprime que les pensées qui nous habitent. Et plus, vous vous laissez emporter, plus vous allez dire des choses qui sont cachées au plus profond même de votre subconscient ou de votre inconscient. Vous allez l'exprimer. Or, on sait, les poètes l'ont dit, Victor Hugo ou Léopold Sédar Senghor, je ne me rappelle plus exactement un poète africain qui disait que, c'est pas Victor Hugo, c'est un poète africain qui disait que les paroles, une fois relâchées, une fois envolées, ne se rattrapent plus. Vous comprenez un peu. Ce n'est pas comme un texte où on doit prendre le temps de le corriger. Lorsque vous le dites que ça s'en va, vous ne pouvez plus rattraper. Donc, c'est une école. C'est pour rejoindre un peu l'analyse de Constant Yaoudéou. C'est une école. Il faut que les hommes politiques apprennent à faire de la politique. Sinon, on a beau avoir des ONG qui luttent contre le racisme, qui luttent contre la xénophobie. Ça ne donnera aucun résultat. Et si on ne sait pas faire, si on ne prend pas le taureau par les cornes, c'est qu'un beau jour, ça va s'éclater. Or, on sait que les guerres civiles partent de là. Je ne voudrais pas ça pour le pays. Et comme les uns et les autres aiment bien le clamer, il faut que la paix règne. Constant Yaoudéou, vous avez encore un mot à dire sur le sujet? Oui, je voudrais dire que tel qu'il a fait présenter le tableau, on ne doit pas prendre le cas Armand Gansé pour vraiment déstabiliser les choses. Il vaut mieux qu'on prenne ça de façon un peu plus dans un ensemble global. C'est pour ça que le retirer de la liste, je ne pense pas que ce soit la solution, parce qu'il n'a fait que dire tout, pas trop haut, mais un peu haut, ce que les autres disent, beaucoup disent. Bah. Oui, donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui, ils se jettent sur lui pour dire tout ça. Donc, c'est pour ça que je voudrais aussi que le procureur ne soit pas entraîné dans cette émotion. Il connaît son travail. Non, parce que la jurisprudence est là pour demain et ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pour ça qu'il faut quand même plaider pour que ça se passe chose. Mais le caractère un peu indiscipliné politiquement de nos hommes politiques, qui est de la culture politique que nous sommes donnés, c'est ça qui passe par le culte de la personnalité, ce qui fait que c'est les hommes politiques qui conduisent le débat. Ils n'aiment pas se laisser coacher. Il a donné des exemples. Une fois, Mitterrand devrait aller dans la zone la plus bouillante de France, mais il est venu à la présidence, son conseiller lui a dit « Monsieur le Président, la cravate rouge, je ne peux pas aller là-bas. » C'est ça. Il a été obligé de changer. Il a porté une cravate blanche. Tout de suite, avant d'y aller, il dit, vous portez rouge, vous allez là-bas. Personne ne va vous écouter. Vous allez voir comment ils vont vous accueillir. Donc, c'est pour dire que c'est une science. Et ça s'apprend et il faut le faire. Et la psychologie ou la culture politique que nos hommes politiques se sont donnés est que, vous voyez, tous les discours politiques, ça s'appuie toujours sur ce que les autres font. Personne ne développe ses propres idées. C'est toujours en regardant quelqu'un d'autre. On répond toujours à quelqu'un d'autre pour se faire. Oui. C'est ça qui fait, c'est la grave erreur que nos hommes politiques font. Ils n'ont pas leur propre personnalité. Et je crois, pour terminer, pour tirer une conclusion, pour dire, est-ce que ce n'est pas aussi vrai? Ou est-ce qu'il ne faut pas donner raison aux autorités aujourd'hui de la communication, la HAC, pour dire si on disait effectivement pas de meeting, tout sur la radio, ça se corrige, est-ce qu'on n'est pas sûr d'avoir au moins sensiblement zéro dérive de la part des politiciens? C'est aussi une école pour ces politiciens-là. On va évaluer. Je pense qu'il faut insister sur l'aspect traitement de l'information, d'où la différence entre journaliste et web activiste. Parce qu'il l'a dit,
si il y avait des caméras, des radios, des enregistreurs qui étaient là, si c'était des journalistes, on pouvait... Ça ne passera pas. Ça ne passera pas, ou bien on pouvait corriger rapidement sur place. Oui. Mais avec les réseaux sociaux, même si l'acteur politique dit éteignez vos portables, il ne faut jamais avoir confiance à 100%. Jamais. Parce que vous ne savez pas peut-être tout ce que On vous vous a avez en face de vous. compris, Jacques Bocco, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Matin Libre, dont laissez le procureur de la République connaître du dossier. On va suivre de très près cette actualité, chers amis internautes. Nous resterons fidèles à cette actualité pour vous en rendre compte au fur et à mesure. L'intéressé a été convoqué hier à l'Office de répression de la cybercriminalité. Nous allons aborder à présent le dernier sujet qui nous réunit ce matin. Il est lié au retrait de la déclaration du Bénin du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est vrai que nous sommes un peu pris par le temps, mais nous allons quand même émettre quelques commentaires avant de clore cette émission. Constant Yaouidéou, votre avis sur le sujet? Oui, je crois que le gouvernement est doté, est autorisé à se doter et s'est doté avec les moyens de l'État de tous les conseillers possibles pour pouvoir analyser et prendre des décisions. Donc je crois que ça doit être une décision bien mûrie par le gouvernement avant que ça ne soit appliqué, que la décision ne soit prise. Jacques Bocco. Non, on dit qu'on s'est retiré du protocole, mais qu'on demeure membre, moi, je ne sais pas. Quand on est simple membre, est-ce qu'on est devenu un gadget? Je n'en sais rien. De toutes les façons, je constate que quand l'institution en question rend une décision et que ça arrange, on pique la partie là et on communique autour. Ça s'est passé pour Sébastien Diavon, je pense, le même. On a pris quelques parties là où il a été débouté. Ça s'est passé avec Yahi Boni, quand il a été confiné pour plus de 52 jours. On a pris une partie, on a communiqué autour. Là, l'institution est crédible. Mais, quand on dit, bon, on suspend pour une période, les élections, on dit, non, ça c'est constitutionnel, l'institution a outrepassé. Est-ce que les enjeux ne divergent pas? Évidemment, les enjeux divergent et je suis d'accord sur le principe. Peut-être que la Cour est allée un peu loin, encore que on ne sait pas pour quelle période. Peut-être que c'est pour 2 semaines, peut-être que c'est pour 1 mois, peut-être que c'est avant 2021 ou bien peut-être que c'est après, je n'en sais rien. Mais les juges en question doivent savoir que nous avons un enjeu en 2021. Comme je l'ai dit ailleurs. Est-ce que l'organisation des élections ne relève pas de la souveraineté des États? Et la souveraineté aussi, il faut mettre de bémol à ce niveau. Souveraineté aussi, il faut mettre de bémol. Les juristes vous diront que la souveraineté, lorsque vous souscrivez à des accords supranationaux, ça veut dire que votre souveraineté prend un coup. Et on met de bémol à ce niveau. Bon, ça, les juristes viendront vous le dire. Mais, pour le même cas à Yavon, je ne suis pas en train d'entrer dans le fond du sujet, mais prenons le cas à Yavon par rapport à l'affaire 18 kg de cocaïne. On avait rendu une décision, la même Cour avait rendu une décision. On a dit, arrêtez d'abord des poursuites par rapport à telle chose. Ça, l'enjeu n'était pas constitutionnel, mais on ne l'a pas fait. Si on l'avait fait par le passé, et que sur cette décision, on me parle de souveraineté, moi, je pourrais comprendre. Quoique je ne sois pas trop d'accord avec la décision qui a été prise, peut-être que la Cour a effectivement poussé un peu le boucher loin, mais je constate, comme vous, non, pas comme moi, comme vous, que quand ça arrange, on pique une partie. Je ne fais aucun constat avec vous. Vous êtes journaliste et vous savez que quand ça arrange, effectivement, qu'on communique. C'est vous qui argumentez ici. Voilà, moi je ne fais que poser des questions. Dernière intervention, Gilles Christidi, au sujet du retrait du Bénin, de sa déclaration au protocole de création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin est désormais membre de cette haute juridiction. Oui, le Bénin, vous savez la déclaration que le Bénin a retirée, le Bénin avait quand même adhéré à ça en 2016. C'est-à-dire que pratiquement l'arrivée, voilà, à l'arrivée de ce régime. Et si le même régime trouve que bon, il en a marre et qu'il préfère se retirer de ça, c'est que les implications
aucun citoyen maintenant béninois n'a la possibilité d'aller se plaindre à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, de toutes les façons, c'est en 2016, presque à l'arrivée ou à l'arrivée de ce régime, on va voir après. Maintenant, si le gouvernement en est arrivé là, c'est que quelque part, et je l'ai dit sur un plateau la fois dernière, c'est qu'il y a eu un bras de fer entre le gouvernement béninois et la Cour africaine du droit de l'homme et des peuples. Vous savez que cette Cour a rendu plusieurs décisions qui n'ont pas forcément arrangé le gouvernement béninois et qui s'est trouvé dans une certaine posture de toujours subir, je vais dire, les caprices de cette Cour-là. À l'arrivée, la Cour a décidé, enfin, le gouvernement a décidé de se retirer. Et pourquoi? Parce que, qu'il vous souvienne que les nombreuses décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui n'ont pas fait plaisir au gouvernement sont dans un dossier très connu. On le sait, hein, c'est l'affaire Sébastien Germain Adjavo. Et on a presque l'impression, tout observateur en tout cas, que la Cour est devenue presque le seul recours de ce citoyen-là parce qu'il est devenu très habitué à ce fait. Mais vous savez, la décision que la Cour a rendue en demandant à l'État béninois de suspendre l'organisation des élections fait suite à une autre décision rendue en mars 2019 où la Cour demandait au Bénin d'annuler la condamnation que la Criette a prononcée à 20 ans de Sébastien Germain Adjavo. Et le Bénin ne s'est pas exécuté. La Cour a décidé maintenant de faire suite à cette décision. Et dernière question au sujet pour qu'on puisse ce débat. Est-ce que vous estimez que cette Cour-là n'est pas temps de revoir un peu son fonctionnement quand on sait que l'Afrique compte une soixantaine de pays et qu'il y a à peine une dizaine qui quand même restent respectueux plus ou moins de cette Cour. Quand même le pays qui abrite le siège de cette Cour n'est même pas membre de cette Cour. Est-ce qu'il ne faut pas réorganiser l'institution pour qu'elle soit plus efficace, pour qu'elle mérite beaucoup plus de respect et de dignité? C'est possible. De toutes les façons, si le Bénin en est arrivé là, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. C'est sûr. Il y a quelque chose à revoir. Non, attendez. Merci. Il y a quelque chose à revoir, c'est sûr. Vous voyez le fonctionnement, voyez le fonctionnement de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes aussi ne sont pas toujours d'accord avec les décisions de cette même Cour. Oui, pourquoi ils ne sont pas toujours d'accord avec elle? Vous voyez, la Cour fait injonction à la Côte d'Ivoire de libérer certaines personnes interpellées dans le cadre de l'affaire Guillaume Soro et de permettre à Guillaume Soro d'être libre et de revenir au pays, si possible candidater. Et ça fait que Alassane Ouattara et son gouvernement ne sont pas toujours d'accord avec cette décision de la Cour. Mais dans le même temps, vous savez, la souveraineté est une question très relative. En Guinée de Alpha Condé, pourquoi Alpha Condé avait d'abord repoussé la date des législatives du référendum? Parce que la CEDEAO et le reste de la communauté internationale avaient estimé que les élections n'étaient pas très transparentes. Alpha Condé a trouvé utile, même si la Guinée est souveraine, de pouvoir faire machine arrière, d'appeler ces experts-là pour regarder le fichier électoral. Merci à vous, donc, Gilles Christ, de part et d'autre, je crois que la Cour a aussi des choses à revoir dans son fonctionnement pour répondre à votre question. Alors, dites-nous, Constant Yaoudéou, que même si la Cour a des choses à revoir dans son fonctionnement, est-ce qu'au niveau de cette décision, est-ce qu'elle n'occulte pas certains éléments prédominants dans la prise de cette décision? Quand on regarde un peu le cas de la Côte d'Ivoire, quand on regarde également le cas du Bénin, est-ce qu'il n'y a pas des informations qui manquent pour que la Cour puisse effectuer un jugement véritablement impartial? Oui, j'ai comme impression aussi que la manière dont on saisit la Cour surprend la Cour. Parce que c'est toujours à des échéances en attente qu'on demande à la Cour d'agir. Ça ne permet pas à la Cour de faire tout le tour qu'il faut dans le temps qu'il faut pour pouvoir prononcer une décision définitive. En Côte d'Ivoire, c'est les élections. Au Bénin, c'est les élections. Vous voyez à quoi on soumet la Cour. Donc la Cour ne peut que choisir ce qu'elle peut dire tout de suite et renvoyer les autres à plus tard. Nous croyons et nous espérons qu'elle sera réorganisée dans les mois, peut-être les années à venir. Merci à vous, Constant Yaoudéou. Je rappelle que vous êtes le directeur de Radio Planète. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous serez désormais disponible également pour les plateaux d'Info Hebdo et 2AE Télévision. C'était avec Info Hebdo, c'était avec Jacques Bocor, rédacteur en chef de Matin Libre, et Gilles Christ Tidi, journaliste, analyste politique. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et la fidélité.
Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj et à samedi prochain pour un autre numéro d'Info Hebdo.